Bismillahirrahmanirrahim. Elle est tout, enfin, dans un cabinet, même à l'hôpital. Et je pense que je vais montrer enfin une sémiologie échographique de l'embryon du premier trimestre. Il y a un problème? Bon, du premier trimestre. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire actuellement en échographie. Il ne faut pas que vous sortiez avec une idée, enfin une image ou bien de l'échographie qui soit néfaste pour dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Je vous assure que tout ce que je présente, enfin tout ce que je vais montrer, ce sont des photos, disons, un peu personnelles, donc faites dans un cabinet qui est de ville. Je suis privé à la Kulli Hal et je n'ai pas... Je remercie encore une fois les gens de l'association de nous avoir invités. Je vais parler d'échographie au premier trimestre et comme nous n'avons pas, disons, de comité technique pour l'instant, donc on a pris un peu les recommandations que nous ferons, enfin qu'on suit de l'Europe, en particulier ceux de France. Alors l'échographie, ce sont ses buts principaux au premier trimestre, c'est de mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale, qui est un élément important pour du dépistage des anomalies, surtout chromosomiques, et on va voir pour autre chose aussi. Et pour pouvoir aussi effectuer cette échographie, effectuer aussi une première approche morphologique de l'embryon, parce qu'on se disait que l'échographie, c'était le deuxième trimestre où on pouvait tout voir. Actuellement, avec la technologie et des sondes surtout de haute fréquence, la voie endovaginale et endocavitaire nous permet de voir beaucoup plus de choses. Alors les items, ce qu'on appelle les recommandations, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fait de l'échographie, et je pense que ce soit un généraliste ou un gynécologue, il y a des critères qu'il doit voir. Ce n'est plus l'échographie de dire activité cardiaque 3 croix ou 4 croix, mouvement actif 3 croix, ce n'est plus ça. Donc les items, quelles sont les recommandations? J'ai mis un peu en rouge, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on nous demande demain devant un juge. Il y a un problème médico-légal. C'est de voir ce qu'on appelle, bien sûr, le nombre de fœtus, la chronicité quand c'est une grossesse gémellaire. Elle est documentée parce qu'il ne faut pas donner, disons, une information qui n'est pas, disons, avec preuve. La mobilité, l'activité, bien sûr, et la fréquence cardiaque. La longueur céphalocordale qui est importante pour dater la grossesse. Et ça, c'est un élément qu'il faut avoir aussi en tête. Le BIP, il y a ce qu'on appelle les contours de la boîte crânienne en morphologie. Il y a l'absence éventuellement de la particulière de la ligne médiane, parce que nous allons voir des pathologies que si on ne découvre pas au premier trimestre, on risque d'avoir des problèmes au deuxième et au troisième trimestre. Et c'est quand même, je ne vais pas dire honteux, mais devant le malade, quand on lui annonce une pathologie qu'on n'a pas vue au premier trimestre, on est, je ne vais pas dire en danger, mais on est mal à l'aise. Il y a la paroi abdominale antérieure pour éviter enfin, certaines pathologies, et il y a les 4 membres avec 3 segments. C'est tout ce qu'on nous demande au premier trimestre. Mais en réalité, vous allez voir qu'on peut voir beaucoup plus de choses, bien sûr avec des échographes de technologie assez avancée, et enfin avec des techniques et des sondes bien précises. Le volume amniotique doit être aussi dit, l'aspect de trophoblastique, l'absence de masse. Et avec tout ça, je vais vous montrer des images et de là, on va comprendre pourquoi. Et il y a aussi la mesure de la clarté nucale. C'est quelque chose qu'on va expliquer peut-être rapidement. Enfin, je vais voir comment on va faire pour dire que c'est un élément qui nous permet, avec un calcul de risque, de déterminer si l'enfant peut être trisomique et éventuellement avoir une autre pathologie chromosomique. La morphologie qui est indispensable donc au premier trimestre, on se répète, c'est le contour de la boîte crânienne, la ligne médiane, la paroi abdominale et 4 membres. Le contour de la boîte crânienne, vous allez voir que c'est peut-être une chose simple, mais en réalité, elle peut nous donner beaucoup d'informations. La ligne médiane, donc le contour, vous allez voir que c'est un peu ça. Il faut voir qu'il y a un contour, qu'il n'y a pas une anomalie, enfin un truc en plus, enfin comme un encéphalocèle. Et la ligne médiane, c'est un peu ce qui vient, ce sont les éléments qu'on voit au milieu. La ligne médiane, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un voit une ligne médiane, et j'ai mis une image exprès, ici pathologique, vous allez voir que cette image-là, il faut sortir avec cette image-là en tête pour les gens qui font de l'échographie, même si c'est des généralistes. Je pense que cette image-là, il faut la connaître, parce que vous allez voir que si on trouve une image comme ça, on voit les contours, mais en réalité, cet enfant-là, vous allez le voir que c'est ce qu'on appelle une holoprosencéphalie, c'est-à-dire un cyclope. Donc déjà au premier trimestre, vous allez voir qu'on peut découvrir, une fois qu'on a cette image-là, on n'a pas le droit de laisser cet enfant-là, enfin le droit, on va en parler si vous voulez tout à l'heure. Donc les structures cérébrales, vous avez le 3e ventricule qui est surligné en rouge,
vous avez le contour bien sûr et la ligne médiane. La paroi abdominale antérieure, vous allez voir qu'il faut la voir en coupe sagittale et en coupe transversale. Là, on élimine pas mal de pathologies de l'abdomen, par exemple un omphalocèle et éventuellement la parochisis. Enfin, voilà ce qu'on peut voir. Bien sûr, je parle toujours de tridimensionnel parce que je pense aussi que c'est une technique qui est un outil supplémentaire et qui est extraordinaire pour moi. Vous allez voir que c'est un fœtus qui ne doit pas avoir plus de 8 ou de 9 semaines et vous allez déjà voir s'il a ses 4 membres, s'il n'a pas de problème au niveau de l'abdomen, s'il n'y a pas une structure en plus du cerveau. Ça, c'est une image qu'on peut avoir, disons, spontanément, avec bien sûr un échographe qui a une sonde qui est spécifique. Voilà un peu aussi, là j'ai mis ces images-là pour reprendre un peu les anomalies de la paroi abdominale. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un omphalocèle physiologique, c'est-à-dire que les anses intestinales au premier trimestre ne sont pas tout à fait rentrées à l'intérieur de l'abdomen, donc il ne faut pas affoler aussi les patientes en leur disant qu'il y a un problème. Les 4 membres avec 3 segments, vous allez voir que les membres supérieurs, regardez ce qu'on peut voir, à 3 mois, on peut compter les doigts, on peut voir tous les membres, et même quand on fait ce qu'on appelle une technique un peu du mode osseux, c'est-à-dire maintenant avec l'échographie tridimensionnelle, on peut compter même les phalanges, enfin on compte ce qu'on veut, et s'il y a un problème, on peut les découvrir déjà au premier trimestre. Les membres inférieurs, c'est la même chose. Donc on peut voir beaucoup de choses, ce sont des images qui sont spontanées, c'est-à-dire voilà un peu en 2D, voilà ce qu'on peut voir en 3D, on peut voir, disons, d'emblée, certaines pathologies du premier trimestre. Ça, c'est un peu toujours pour parler de 3D, puisqu'il y a des gens qui vont sûrement se lancer dans le 3D, et je pense que c'est un outil qui est fabuleux, qui est extraordinaire, et qui est peut-être à investissement très lourd, mais qui est très rentable, disons, au point de vue scientifique, parce qu'on peut aller très loin dans les diagnostics sans éviter d'autres, disons, explorations qui sont un peu, je vais dire, agressives, parce qu'on va ponctionner, on va faire des biopsies de trophoblastes, et je pense que le 3D va essayer d'améliorer certaines choses. Alors la morphologie, au-delà maintenant de ce qu'il nous a demandé, ce qu'on avait vu, on peut se limiter à ça. Déjà quand on a eu le cerveau avec le contour et les membres, la paroi abdominale, on a déjà fait on a éliminé une grande pathologie du premier trimestre. Maintenant, vous allez voir qu'on peut aller à une morphologie qui est plus précoce et qui est très détaillée. On va essayer de voir un peu les extrémités. La coupe idéale du BIP, si vous voulez, c'est celle-là. Ça, c'est un cerveau qu'on peut prendre un volume qui demande 3 secondes. On prend le cerveau du fœtus et vous voyez un peu ce qu'on appelle le mode TUI, c'est-à-dire c'est un mode scan. On peut le couper en tranches et regardez, on peut avoir toutes les structures cérébrales et voilà la meilleure coupe du BIP. Par exemple, quelqu'un qui veut faire le BIP, il a ici son véritable BIP avec le ventre et le V3, enfin la ligne médiane, et on ne voit pas le cervelet. سيلو بلي اللي عنده كونغو ولا سينيك يفتح للجماعه على مراحل الجزائر باش هما يليبيري لهم الطريق ويعاود يولي سيلو بلي تفضل حكيم. Bon, les structures détaillées, pour les gens qui veulent faire un peu de l'échomorpho un peu trop détaillé, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la faute du cerveau, les cornes frontales, le V3, les plexus choroïdes. Vous les voyez un peu s'afficher au fur et à mesure. Bon, ça c'est pour les gens qui sont quand même un peu plus ardus et qui veulent faire de l'échomorpho, disons, détaillé. Le cervelet, il y a une pathologie aussi. Il ne faut pas parler disons, de cervelet puisqu'il ne se constitue qu'après 3 mois et demi. Donc on ne peut pas parler de Dandy Walker avant 17 semaines, puisque le cervelet se forme, donc il peut être ouvert, et c'est pour ça qu'on a ces images-là. Ici, vous avez une ouverture, et le cervelet ne se constitue, donc on ne peut pas parler de pathologie de Dandy Walker avant 17 semaines. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant la clarté, pas la clarté nucale, mais la clarté intracérébrale. C'est l'espace qui est ici, et je pense que je vais le surligner, c'est cet espace-là, parce qu'il y a des pathologies qu'on ne peut pas voir au premier trimestre, elles sont difficiles. L'enfant est petit, c'est surtout les spina bifida, c'est-à-dire l'ouverture du rachis. Et là, vous avez un signe qui est en train d'être un peu mis en exergue, c'est ce qu'on appelle la clarté intracérébrale, c'est le 4e ventricule et la grande cytéale. Quand cet espace-là, disons, diminue ou disparaît, là, vous êtes sûr qu'il faut aller chercher le spina bifida, peut-être pas à 14 semaines, mais il faut convoquer la patiente donc dans 2 semaines, c'est-à-dire vers 16 semaines. Et là, à 15 semaines, vous êtes sûr
que maintenant on peut trouver le spina bifida et même d'autres anomalies au niveau de la colonne vertébrale. On peut voir bien sûr les orbites, les cristallins, donc quelqu'un qui a une cataracte, quand il y a une anomalie, on peut la trouver au premier trimestre. Et ça peut se faire d'une manière très simple. Il y a aussi le pharynx, le larynx, donc les cordes vocales, vous les voyez un peu, ça c'est des fœtus de 13-14 semaines. On peut voir les oreilles, bon là j'ai profité pour montrer un peu une image de grossesse gémellaire, et on voit déjà les oreilles, enfin on les devine. Et il y a aussi une oreille ici chez un enfant, donc on peut trouver, enfin on peut voir beaucoup de détails. Les os propres du nez, elles ont une valeur. Ce qu'on appelle les os propres du nez, ce sont enfin les os du nez carrément, qu'on peut voir, et quand ils existent, c'est bien, on dit que les os propres du nez sont vus, et ça nous élimine aussi un certain nombre de pathologies, et en particulier des anomalies chromosomiques telles que la trisomie 21. Ça, c'est un dépistage, disons, conditionnel. Ce ne sont pas toutes les personnes qui font de l'échographie qui vont le voir ou bien le dicter, enfin le repérer. Voilà les repères, parce que pour avoir une OPN, il faut être très sagittal. Il faut avoir ces conditions-là, c'est-à-dire être en perpendiculaire par rapport aux échos, parce que l'os se voit quand l'écho est perpendiculaire. Il faut voir le diencéphale, il faut voir le quatrième ventricule et bien sûr la grande citerne. Cet écho fait comme ça, vous permet aussi, on va voir tout à l'heure, de mesurer la clarté nucale. Donc vous avez dans le même geste, maintenant il y a des signes qu'on voit, ça c'est un fœtus qu'on peut voir, et regardez ce qu'on peut tirer comme renseignement. Il y a aussi, bien sûr, en poussant un peu très loin, on peut mesurer l'angle frontomaxillaire. Bon, je parle de cette, peut-être en disant c'est des trucs de super spécialité, mais je pense qu'on peut mesurer ce qu'on appelle l'angle frontomaxillaire. Et là, il a une valeur parce que plus il augmente et plus on a des signes en faveur d'une trisomie 21. Il faut voir aussi la bouche et le profil parce qu'on peut découvrir certaines pathologies comme les fentes labiopalatines. Donc il faut avoir un bon profil. Il faut bien sûr voir les os propres du nez, voir le palais et ne pas voir de structure en plus parce que s'il y a une fente, vous allez voir qu'il y a des fois un bourgeon charnu qui est là, donc il faut avoir un bon profil et un beau profil. On peut voir même la langue de l'enfant, ici, enfin on la devine. Vous allez voir le rachis. Regardez cette image-là, elle a été faite en disant, je répète toujours le nom, ce n'est pas une question de temps, elle a été faite en 2-3 secondes, parce qu'on demande à l'appareil de nous sortir une image du fœtus en mode osseux, et regardez ce qu'on peut avoir. Les gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas avoir un renseignement sur ça, je pense qu'ils sont loin parce qu'il y a des gens qui sont un peu, je ne vais pas dire contre, mais c'est-à-dire ils pensent qu'on en fait peut-être un peu trop. Vous avez aussi, on peut voir les clavicules, on peut voir les côtes, parce qu'il y a des pathologies qu'on peut voir aussi. Vous avez aussi la trachée, on voit éventuellement la trachée chez l'enfant, et on peut deviner déjà une éventuelle atrésie. Vous avez les poumons. Là, on voit les poumons, donc ça c'est une sémiologie de l'enfant, enfin du fœtus plutôt, à 13-14 semaines. Vous avez le diaphragme, donc s'il y a une hernie diaphragmatique, déjà au premier trimestre, on a déjà des idées, et enfin des diagnostics, disons, qui sont préfaits. Vous avez l'œsophage, qui est cette structure-là, échogène, donc on peut voir d'emblée aussi au premier trimestre, éventuellement, s'il n'y a pas une atrésie. Vous avez aussi l'estomac qu'il faut voir, parce que si on ne voit pas l'estomac pendant tout l'examen, il y a un problème. Donc il faut déjà être un peu à l'affût de cette sémiologie de l'estomac et voir aussi la veine ombilicale. Déjà, vous voyez, là, j'ai mis une image qui est un peu pathologique. Pour moi, il y a un problème quelque part. Donc cet enfant-là, il faut le surveiller. Donc le but de cette échographie du premier trimestre, c'est déjà de mettre un lot de personnes à risque qu'il faut examiner ou bien passer la main. Quelqu'un qui fait de l'échographie de dépistage peut passer la main à un spécialiste pour voir en disant voilà ce que j'ai trouvé. Et je pense que tout le monde va être, disons, gagnant, que ce soit la patiente ou le médecin. Vous avez aussi le foie et la vésicule biliaire. Bon, je détaille un peu les structures. Vous voyez un peu qu'on peut avoir avec... enfin, ça c'est le foie, et vous avez le poumon, donc vous avez la vésicule biliaire. Donc on peut voir beaucoup de choses, et ça c'est au premier trimestre. Hein, ça ne dépasse pas normalement les 14 semaines. Alors le foie, enfin, il y a aussi, maintenant les gens poussent je ne vais pas dire le bouchon plus loin, mais surtout pour la cardiologie. Il y a des pathologies qui sont, je vais dire un peu grossières, qui peuvent être vues,
quand il y a un CAV, c'est-à-dire un trou, une canal atrioventriculaire, on peut éventuellement déjà deviner. Donc on peut voir même, là, on suppose qu'il y a une cavité, on peut voir avec le Doppler, et bien sûr avec des sondes qui sont un peu de haute fréquence. Et là, vous avez une coupe aussi de deux vaisseaux de la trachée, et là, ça nous permet d'éliminer aussi certaines grosses pathologies cardiaques. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir le cœur. Je vous assure que quand on reste et quand on prend le temps, on peut voir. Donc on peut éliminer déjà les grosses cardiopathies, surtout chez des femmes qui ont déjà des antécédents de cardiopathie. Vous avez aussi il ne faut pas rater le coche parce que quand on fait une échographie du premier trimestre dans une grossesse gémellaire, si on ne détermine pas la chorionicité, c'est-à-dire s'il y a deux placentas, s'il y en a un, si c'est le binamniotique, bichoréal, monoamniotique, elles ont un pronostic différent. Donc il faut donner, disons, le diagnostic de chorionicité avec documenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le signe du lambda pour dire que c'est une grossesse qui est bichoréale ou biamniotique. Maintenant, le dépistage, la deuxième partie, donc on a fait l'échomorpho un peu détaillé de ce qu'on pouvait voir normalement. Maintenant, la deuxième partie, le dépistage échographique par la mesure de la clarté nucale. La clarté nucale, quels sont ses intérêts? C'est de voir le dépistage, bien sûr, de la trisomie 21, qui, je pense, aussi est un problème, et le dépistage des autres anomalies chromosomiques. Alors, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une association entre la hyperclarté nucale entre 11 et 14 semaines, donc il faut faire une écho de préférence dans ce laps de temps. Avant 11 semaines, on peut être amené à faire une échographie pour vérifier l'activité, on peut faire des choses parce qu'il y a une urgence, mais la véritable échographie morphologique, c'est entre 11 et 14 semaines. Donc même une sage-femme, et surtout les sages-femmes, doivent savoir pourquoi on le demande, parce qu'il y a un signe qui est la clarté nucale qu'il faudrait voir. Parce qu'après 14 semaines, on va le voir, ce signe-là peut disparaître. Et là, la patiente elle ne devient plus une patiente à risque et on ne saura jamais. Enfin, on le saura que quand on va faire l'échographie du deuxième ou du troisième trimestre. Il y a des études qui ont montré que quand il y avait une clarté nucale très élevée à karyotype normal, vous avez quand même des trisomiques, il y a beaucoup plus de trisomiques, regardez, il y a 75%. Bon, en totalité, les hyperclartés nucales sur la population générale, c'est que 5% de patients, c'est tout. Mais c'est un signe qui est important. Voilà, enfin, la clarté nucale, elle correspond à cette image anécrogène chez un fœtus, qui est l'espace compris normalement entre le tissu sous-cutané et les tissus recouvrant l'os occipital et surtout à la partie haute du rachis. Cette mesure doit se faire bien sûr par des gens qui connaissent le métier, parce que ça s'apprend. Mais c'est dangereux aussi, parce que quand on donne une clarté nucale à un certain taux de LCC, c'est-à-dire de longueur céphalocaudale, on met une patiente sur une patiente à risque. Quand elle est à risque, on va la frôler d'abord et on risque de la mettre dans un circuit médical qui, je pense, n'est pas très indiqué. Parce qu'une patiente qu'on affole, je pense qu'elle devient... Bon, l'espace anéchogène, il peut être parfois discrètement échogène. Il est visible chez la plupart des fœtus entre 11 et 14 semaines. Il ne peut pas toujours être mesuré avant 11 semaines. Donc, c'est un phénomène qui est transitoire, qui disparaît donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 14 semaines. Il varie donc de 0,1, c'est-à-dire c'est des dixièmes de millimètre, jusqu'à 10 mm. Mais la patiente qui a une clarté nucale à 10 mm, je vous garantis et je vous assure que c'est une qui a sûrement un problème, que ce soit de cœur ou une autre pathologie. L'enfant sera polymalformé ou malformé. Alors la mesure de la clarité, je ne vais pas vous embêter, c'est-à-dire elle croît bien sûr au cours de la grossesse, on part avec la LCC, c'est-à-dire avec la longueur céphalocaudale. Il y a des conditions, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'elle se mesure soit entre 11 et 14 semaines, avant 14 semaines, entre 13 semaines et 5 jours, et la LCC, c'est-à-dire la longueur céphalocaudale qu'on est censé avoir mesurée. Vous savez qu'à l'étranger, enfin pas seulement en Europe, il ne date une grossesse que par la longueur céphalocaudale. Même si la patiente donne une DDR, une date des dernières règles, c'est la LCC qui conditionne la date de la grossesse. C'est-à-dire, eux, ils comptent et ils délocalisent, si vous voulez, la DDR. Donc, ils ne tiennent plus compte de la DDR. Et il faut qu'elle soit entre 45 et 84 mm. Ça, c'est les conditions. On peut la faire, bien sûr, par les deux voies abdominales ou endocavitaires. Bien sûr, l'opérateur doit être entraîné et avec un échographe récent. Je regrette, il faut investir. Parce que si on continue de faire l'échographie avec les anciens échographes,
vous allez voir l'activité cardiaque et ça s'arrête là et on est tout content d'avoir dit que l'enfant est vivant. Mais en réalité, les gens maintenant demandent plus. Ils vont sur Internet et je pense que même à Schlef ou là ailleurs, le patient est derrière nous. Bon, il y a je vais parler de clarté nucale. Quand est-ce qu'on peut en parler? Enfin, quand elle dépasse un certain seuil, on donne un chiffre de 3 mm, mais il ne faut pas en tenir compte parce que c'est vrai que c'est un repère pour nous. Après 3 mm, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas... Parce que c'est en fonction de la LCC. Donc il faut tenir compte, quand un fœtus a 46 mm de LCC, c'est pas 3 mm, c'est 1,7. Il est déjà pathologique. Donc déjà, il ne faut pas tenir compte de ce chiffre-là parce qu'avant on disait 3 mm, sinon il est pathologique. Il y a voilà la ligne médiane, enfin la médiane, regardez, pour 1,2 mm à 2 mm, pour une LCC à 45. Là déjà, vous voyez un peu la médiane, c'est 1,2. À 2 mm, il est déjà considéré comme un enfant qui va avoir sûrement une pathologie. Regardez aussi à 1,9 mm quand la LCC est à 84. C'est-à-dire à 13 semaines et 4 jours, 5 jours. Déjà, donc, c'est 2,7 mm. Quand il dépasse, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème. Il y a un score, c'est un score de Hermann qu'il faut déterminer pour dire que cette patiente-là est un patient à risque ou pas à risque. Et c'est un moyen aussi pour corriger et s'auto-évaluer. C'est-à-dire, quand je prends des clichés, même si je le donne à une autre personne qui connaît un peu ce que c'est l'échographie, il va noter mon échographie, c'est-à-dire mon image et mon cliché. Il va me donner 6, il va me donner 5, il va me donner 7. Et ça, c'est très important pour nous. C'est ce qu'on appelle le score d'Hermann. Il y a les conditions, c'est que le plan sagittal doit être strict, l'enfant doit être un peu dans le plan sagittal. Il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Bon, je vais les citer simplement. Il y a le plan sagittal strict, le caliper qui doit être bien posé, la continuité de la peau. C'est-à-dire qu'il faut voir la peau ici. Il y a d'autres critères qui sont mineurs, c'est d'avoir un zoom suffisant. Il ne faut pas avoir une petite photo pour dire qu'on peut mesurer la clarté nucale. Elle doit au moins contenir les 3/4 ou bien plus de la moitié de l'ensemble de la photo, enfin de l'image. L'amnios doit être reconnu ou bien il doit être éloigné parce qu'il faut éviter de prendre l'amnios comme étant la peau. Et il y a la position de la tête qui doit être en position intermédiaire parce que quand il est trop fléchi, il va donner un chiffre. Quand il est en hyperextension, il agrandit sa clarté nucale. Bon, ça c'est une vidéo. Voilà un peu, voilà la différence qu'on voit quand il y a, voilà la peau. Vous voyez un peu l'amnios. Donc il faut que l'enfant bouge. Des fois on a l'impression qu'il y a une hyperclarté nucale, donc on affole la patiente, alors qu'en réalité on était avec l'amnios. Bon, d'autres écoles ont rajouté un peu des critères. Là, il y en avait 6, maintenant il y en a encore plus. Il y a la focale et le gain, ça c'est une question de réglage pour avoir des photos, enfin des photos qui sont claires. Et il y a la barre orthogonale. En échographie, il faut toujours avoir les rayons, enfin en face, enfin les rayons. Les ondes doivent être en face et en perpendiculaire. Et bien sûr, la mesure de la LCC. L'hyperclarté nucale, qu'est-ce qu'on appelle l'hyperclarté nucale? Diagnostic, elle est dénommée quand elle est trop épaisse. Sa mesure se fait toujours dans un plan sagittal. Bon, là, on se répète. Il y a ce qu'on appelle aussi l'hyperclarté nucale. Elle peut être isolée et sans septa, mais elle peut être cloisonnée. On va voir. Elle peut être associée aussi à un œdème généralisé, ce qu'on appelle hydrops. Des fois, on voit des fœtus à 2-3 mois, tout à fait plein de liquide. Et là, c'est aussi une évolution de cette clarté nucale. Donc, elle est un peu isolée sans septa. Voilà ce qu'on peut voir. Enfin, ça, c'est une vidéo. Voilà, on peut voir la vidéo ici. Regardez ce qu'on peut voir quand il y a une hyperclarté nucale. Regardez derrière. Vous voyez un peu un fœtus qui a ce qu'on appelle une hyperclarté nucale. Cet enfant-là, il faut le surveiller. C'est sûr que cet enfant-là fait... disons, il a une malformation. Là, c'était un peu, c'est pas du 3D, c'est du 4D. Donc, vous voyez un peu qu'on peut utiliser des outils tridimensionnels, quadridimensionnels, pour voir un peu ce qu'on... Déjà, ce fœtus-là, on a déjà une idée dessus, même si c'est, je ne vais pas dire grossier, parce qu'il y a quand même des détails. Voilà ce qu'on appelle l'hyperclarté nucale avec septa. Vous voyez des enfants comme ça. Est-ce qu'on peut les laisser jusqu'à 5, 6, 7, 8 mois? On est obligé, disons, d'agir ou bien de prévenir au moins le couple. Voilà ce qu'on appelle aussi des sacs jugulaires dilatés, sans déformation du cou. Bon, l'hygroma, ce qu'on appelle l'hygroma, c'est une masse cervicale sous-cutanée. Elle est hypo ou anéchogène, la tonalité liquidienne postérieure est symétrique, qui fait de plus de 3 mm de son axe antéro-postérieur, et elle est divisée au moins par une cloison. Parce que hygroma, ça veut dire qu'il y a quand même une masse, et regardez un peu ces enfants-là. Ça, c'est des enfants qui ont probablement
si elle a avorté, ça veut dire qu'il y a eu un problème et qu'il y avait aussi un problème chromosomique. Voilà les hygromas, enfin on va voir des images d'hygromas. La physiopathe, bon je n'ai pas rentré dedans parce qu'il pense que c'est un signe d'appel non spécifique témoigne d'une altération du développement. Il y a un large champ d'atteinte fétale, elle est associée à un cristal d'anomalie chromosomique, donc ça c'est les études qui montrent qu'il y a quand même des insuffisances, enfin des anomalies chromosomiques. Il pense qu'il y a peut-être, elles sont dues, la clarté nucléaire, l'hyperclarté nucléaire due à une insuffisance cardiaque, ou bien une anomalie du développement et du drainage du système lymphatique, ou bien une altération de la composition du tissu, une hyperpression veineuse ou une anémie fétale. Alors, bon, ça c'est pour montrer un peu que la voie endocavitaire, c'est-à-dire la voie vaginale, nous montre donne beaucoup plus de renseignements quand on peut le faire, et parce qu'on voit mieux certaines structures cérébrales. Ça, c'est des anciennes photos que je n'ai pas, enfin, qui datent quand même de 2004 ou 2005. La prévalence, bien sûr, la clarté nucléaire, elle est corrélée aussi à l'épaisseur, c'est-à-dire les malformations plutôt, ou des anomalies qui vont être associées à cette épaisseur nucléaire. C'est que plus elle est grande, plus l'enfant a des risques de faire une malformation. Donc elle représente un signe d'appel important qu'il faut faire, bien sûr, à un certain nombre, entre 11 et 14 semaines. Il y a ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. On va essayer de voir quelques-uns. L'infangiome kystique, bon, j'ai laissé une photo, j'ai éliminé parce que sinon on va continuer. Ça, c'est pas, bien sûr, c'est un enfant qui est né, mais on peut faire, ça c'est un infangiome, ça c'est un enfant qui est vivant, qui a été opéré et qui présentait une image kystique qui n'est pas une hyperclarté nucléaire. Donc on a déjà, ça c'est pour montrer, parce que des fois on s'imagine un peu ce que c'est l'infangiome, mais cet enfant-là, il est vivant, il est bien. Il a les faux positifs quand on mesure une clarté nucléaire, ça c'est pour mettre un peu un frein pour les gens qui font de l'échographie du premier trimestre. Il ne faut pas faire perdre une chance à la dame. Il faudrait qu'elle soit vue par quelqu'un qui fait de l'échographie et qui sait ce qu'il recherche. Voilà, il y a un faux positif parce qu'il y avait la myose. Il y a l'encéphalocèle, une tumeur qui sort du cerveau. Il y a des folles cordons qu'on prend pour l'hyperclarté nucléaire. Cette clarté nucléaire, elle peut disparaître spontanément, donc c'est fini. On ne l'a plus, on va dire à la dame, elle est bien. Le confrère qui l'a vu avant, à 13 semaines et 3 jours, dit qu'il y a une hyperclarté nucléaire. Le deuxième qui l'a vu à 14 semaines et 3 jours va lui dire non, elle a disparu. Donc ils sont déjà en porte-à-faux. Mais il faut croire le premier, parce que s'il l'a vu, documenté, donc il n'y a pas de raison de ne pas... Elle peut progresser vers un épaississement de la peau et qui deviendra au deuxième trimestre aussi quelquefois ce qu'on appelle la nuque épaisse. Ce n'est pas la clarté nucléaire, c'est la nuque épaisse. Donc quelqu'un qui a une nuque épaisse, il faut chercher autre chose, il y a des malformations. Donc elle expose bien sûr l'enfant, il peut mourir, disons mort in utero, parce qu'on va se poser le problème de l'hyperclarté nucléaire et de la conduite à tenir. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un non-azac. Bon, ça c'est la nuque épaisse au deuxième trimestre. L'épidémiologie, on avait dit qu'il y avait une majoration du risque d'anomalies chromosomiques telles qu'une trisomie 21, qui sont peut-être viables, mais qui posent aussi des problèmes. Et ça pose des problèmes au fur et à mesure. Il y a le Turner, il y a le trisomie 18, les triploïdies, il y a des malformations aussi non génétiques. Donc il peut y avoir des cardiopathies. Donc déjà ce signe-là va nous orienter vers certaines personnes et de cardiopathie congénitale. Donc on est obligé de leur faire un peu des examens. Bon, il y a des éléments quand même rassurants, même s'il y a une hyperclarté nucléaire, elle peut, quand il y a un karyotype normal qu'on est censé avoir fait, comme nous, déjà on a des problèmes, on avait posé le problème des laboratoires et tout ça, donc on n'en parle pas. Donc l'échographie devient quand même un outil entre nos mains qui nous sert même dans des régions reculées. L'absence d'anomalie cardiaque quand on a éliminé enfin, la pathologie, la disparition de ce signe au deuxième trimestre qui est un bon signe, et l'étude morphologique détaillée, normale, et le risque résiduel donc descend à 2%, mais n'est jamais nul. Donc un enfant... Cette femme-là, j'ai eu un cas clinique effectivement, qui est âgée de 30 ans, J2P0, un avortement sans curetage, un antécédent d'une tante paternelle qui avait un mongolien. J'avais fait une écho à 12 semaines, la LCC elle était à 59, une clarté nucléaire à 3,1. Bien sûr, je demande le marqueur sérique qui me répondent 1 sur 794. Pour moi, elle n'est pas considérée comme une patiente à risque de trisomie 21. Je lui fais l'échographie, il y avait juste un fémur qui était un peu court, à 30 semaines, mais c'était sans plus. Et elle n'avait pas de petits signes de trisomie 21, parce qu'il y a des petits signes qu'on recherche aussi à l'échographie, qui ne sont pas au premier trimestre, mais au deuxième trimestre. Il y avait certains qu'on avait signalés au premier trimestre.
Elle avait accouché normalement et elle accouche d'un enfant de trisomie. Et ça nous pose des problèmes. Bon, j'ai montré un peu le visage d'un trisomique. Les commentaires, donc un fœtus ayant un risque combiné entre une clarté nucléaire et un marqueur sérique inférieur à 250 et un examen morphologique supposé être normal et bien fait pourrait cependant être trisomique. Donc il ne faut pas se dire il n'a pas vu le trisomique. Parce que même quand on fait de l'échographie comme ça, tout le monde va passer. Donc l'échographie, ce n'est pas du 100%. La médecine, je pense qu'elle n'est pas encore au point d'être une science exacte. Bon, la stratégie doit nous pousser à pratiquer, quand on trouve une anomalie, c'est de faire une écho au deuxième trimestre. Mais généralement, comme le font les anglo-saxons, ils ne le font pas à 22 semaines. Quand il y a une anomalie de clarté nucléaire, ils la font entre 17 et 20 semaines. Donc ils avancent un peu et là, ils limitent un peu les dégâts. Ça, c'est une patiente aussi qui a été vue à 16 semaines, qui avait une clarté nucléaire limite. Et vous voyez que l'enfant, ce patient-là, nous posait un problème. Regardez cet enfant-là. Bon, le père était rassuré parce qu'il se disait qu'il fallait prendre une décision. Il fallait prendre la décision d'avorter ou pas. Et ça, c'est le problème qu'on va essayer de poser. Je ne sais pas si on va pouvoir le résoudre ici. C'est un enfant, il voulait savoir s'il avait une anomalie chromosomique parce qu'il pensait qu'avant 4 mois et 10 jours, ils allaient faire cet avortement. Bon, l'échographie recherche aussi celle de 17-20 semaines, recherche l'apiélectasie pour les gens qui font de l'écho, le grêle hyperéchogène, l'humérus court et le fémur court. Ça, ce sont les signes qui vont vous dire s'il y a un trisomique ou une dyschromosomie, la ventriculomégalie modérée, les mesures des OPM, on a parlé tout à l'heure des os propres du nez, l'épaisseur de la nuque, la clinodactylie, c'est-à-dire du 5e doigt, la brachycéphalie et l'hyperéchogycite de la valve mitrale. Ça, c'est les petits signes de la trisomie 21. Bien sûr, l'attitude qu'il faut avoir, c'est bien sûr le cariotype. On ne l'a pas toujours, même à Alger, hein, les gens, c'est la galère un peu pour tout le monde. Il y a l'échocardiographie qu'il faut faire à 17-18 semaines pour les gens qui font un peu plus d'échographie que d'autres. C'est entraîné, chacun a sa petite spécialité. Il y a l'échomorphologie qu'il faut faire donc vers 22-23 semaines. Là, je dis ça pour que les gens qui sont au front, comme je le dis toujours, les gens qui sont sur le terrain, c'est des sages-femmes, c'est des médecins généralistes, c'est des spécialistes qui sont dans des coins reculés, sachent ce qu'il faut éventuellement faire. Et comme on dit, on peut faire avec les moyens de bord. Hein, il y a toujours des choses à faire. Il y a la consultation de génétique, le suivi échographique, ça c'est la théorie. L'examen à la naissance, bien sûr, et un suivi régulier de l'enfant. Mais c'est une situation qui génère des angoisses et un tourisme médical. Hein, c'est le nomadisme. Parce que les gens vont changer, vont voir le docteur Radiah, vont voir le spécialiste d'à côté, vont voir Et ça, je pense que c'est une chose aussi qui... Pour le traitement, maintenant, bon, j'ai soulevé peut-être... même quand une patiente, on lui annonce quelque chose, je pense même quand elle n'est pas vue à l'hôpital, et je pense que le professeur Chafik, je remercie aussi de m'avoir... c'est le fait de recevoir ces gens-là, même par un psychologue, parce que je pense que si on les recevait, même si on n'a pas le temps de les voir en échographie ce jour-là, elles ont quand même une consultation qui quand même... c'est-à-dire on a l'impression qu'on s'occupe d'elles, parce que des fois elles sont peut-être mal reçues, parce que... Et il faut aussi avoir une information éclairée, c'est-à-dire il faut leur préciser, il faut leur expliquer, parce qu'elles supportent mieux sa douleur, et bien sûr elle évite le nomadisme. Bien sûr le traitement curatif, quand on trouve une anomalie, que faut-il faire? Est-ce que c'est un avortement thérapeutique qui doit être aussi une arme, qui est un moyen aussi, mais il y a un problème religieux bien sûr et pénal. D'où la nécessité de création des centres de référence, de référents, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des gynécologues qui font certaines échographies peut-être plus poussées que d'autres. Chacun va avoir un domaine, et je pense qu'ils deviendront aussi des gens pour éliminer ce système de nomadisme. Bon, moi j'ai précisé que le dépistage précoce aussi devient pour nous un piège un peu iatrogène, parce que est-ce que c'est un réel progrès? Parce que ce que j'ai montré, c'est vrai que les gens vont penser qu'allons-nous faire après? Et ça, c'est pour ça que j'ai mis c'est-à-dire il y a le code pénal, je l'ai vu, j'ai pris il y avait le directeur de l'orientation religieuse qui parlait de la religion interdit l'avortement, sauf cas exceptionnel, parce qu'ils nous laissent aussi avec... ils vous disent, voilà, vous êtes en face de votre malade, vous êtes en face de votre patient, c'est à vous de voir ce qu'il faut faire. Et là, nous, on a un problème, parce que là, il parle de danger pour la vie de la mère quand elle est en danger.
Il y a la religion qui fait une distinction entre la période qui s'écoule avant l'insufflation de l'âme et 120 jours, et qu'il y a des gens qui parlent avant 42 jours, le jet illicite, mais là, ça c'est des choses que j'ai traduit, que j'ai pris, disons, de l'article qui a été fait quand même par le ministère de nos Affaires religieuses. Bon, 120 jours, la femme est en danger, mais là, je ne rentre pas un peu dans ces considérations, parce que ce qui m'a intéressé enfin le plus, nous, en tant que médecins, c'est la vie de l'enfant. Est-ce qu'elle sera pénible? Est-ce qu'il a une malformation? Est-ce que c'est un handicap qui est lourd? Bien sûr, la maman, on n'a pas à discuter. Quand il y a une pathologie qui la concerne, elle, il n'y a pas de discussion. Mais c'est l'enfant. Mais l'handicap arrive où? À quelle étape? Parce que là, la science évolue. Et regardez, vous allez voir les malformations qu'on peut trouver tout à l'heure, ce que je vais montrer rapidement. Bon, là, c'est une diapo, parce que j'ai mélangé, c'est vrai qu'il y a vie, l'âme, enfin l'éthique, parce que tout ça, l'embryon, le conseil de l'ordre, les sociétés savantes, qui c'est qui va prendre la décision? Parce que chez nous, c'est un mélange. C'est-à-dire personne ne prend, disons, ses responsabilités. La société, tout ce que j'ai mis, les imams, tout le monde, même quand on voit n'importe quelle personne, on est coincé. Les comités d'éthique, il y a même le cytothèque qui est dedans. Et là, un peu, enfin, c'est la galère. Bien sûr, il y a le compte rendu minimum qui est exigé, c'est-à-dire quand on fait une échographie du premier trimestre, je reviens maintenant là, c'est de mettre l'indication de cette échographie. Il y a les modalités de l'examen, est-ce que ça a été difficile ou pas? Conditions de l'examen, est-ce que la patiente a été obèse? Il faut signaler qu'on a eu des difficultés. Le résultat de l'examen, bien sûr, il y a la biométrie, la vitalité. Il faut associer aussi les annexes. Il y a aussi les ovaires et l'humomètre, parce que des fois, on est confronté au premier trimestre, on peut voir des malformations de l'utérus qui sont très importantes au premier trimestre, parce que c'est plus facile à voir. Il y a des malformations qu'on voit très bien au premier trimestre par l'imbibition gravidique. Enfin, en conclusion, il faut proposer une datation en fonction de la longueur céphalocaudale. Il y a une iconographie, c'est-à-dire on ne peut pas mettre tout un texte sans donner d'image. Là, c'est la LCC, la clarté nucale, avec le BIP. Il y a des pathologies à diagnostiquer. Voilà une patiente qui a quand même 9 semaines et 5 jours. Celle-là, c'est un enfant qui est anormal. Je pense que c'est une femme, il y a un début enfin, d'exencéphalie. Vous voyez l'anencéphale, que va-t-on en faire de cet enfant-là? C'est au premier trimestre. Voilà ce qu'on appelle l'holoprosencéphalie. Il faut retenir cette image-là. Les gens qui font de l'échographie, quand ils n'ont pas un cerveau, parce que là c'est une cavité unique, enfin, la cavité unique, regardez, on voit et là le cerveau n'est pas partagé. L'holoprosencéphalie, c'est le cerveau qui ne se divise pas parce qu'il y a 2 hémisphères. Et vous voyez un peu ici ce qu'on appelle le proboscis, c'est le nez qui est au milieu, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le cyclope. Donc c'est des grossesses qui sont très jeunes. Regardez ce qu'on peut voir aussi quand on fait ce qu'on appelle le TIMU, on fait un volume, et regardez, on voit toute la structure cérébrale du cyclope, en fait, de l'holoprosencéphale à l'ovaire. Voilà l'image de cet enfant-là, parce que je ne sais pas si cet enfant-là, on va le laisser grandir. Il y a des gens à qui on a annoncé à 8 mois que son enfant avait un seul œil au milieu du visage. Est-ce que vous croyez qu'on peut les faire circuler dehors? Je ne sais pas, enfin, il y a un problème quand même chez nous. Regardez l'holoprosencéphale, on peut voir ça à 3 mois. Donc déjà, on règle un peu le problème du diagnostic et on peut aller très loin parce qu'il y avait un 6e doigt, la trisomie, c'est-à-dire l'holoprosencéphale peut avoir un 6e doigt. Donc vous voyez un peu les prouesses de l'échographie. On peut voir aussi les fentes. Regardez les fentes ici, le profil avec la fente ici. Et vous voyez un peu, bon ça c'est pas le premier trimestre, mais on peut les voir au premier trimestre. Parce que regardez, ça c'est au 3D, on prend juste ce volume-là, la machine, vous êtes en train de faire une écho normale 2D, vous prenez un volume, regardez ce que vous avez instantanément. Donc vous voyez un peu le diagnostic de cette fente-là, disons très rapide. Le spina bifida, j'avais tout à l'heure parlé de clarté, clarté ducale, de clarté intracérébrale. Vous voyez ça, c'est un enfant qui a à peu près 15 semaines et 5 jours. Avant 14 semaines, c'est très difficile de voir le spina. Ici, regardez, on voit déjà un spina. Donc on peut le voir. Regardez ça, cette méningocèle, c'est une patiente qui m'a été adressée. Il ne savait pas ce que c'était ça. En réalité, bon, regardez, c'est un méningocèle. Bon, il a un bon pronostic, mais on peut déjà rassurer cette patiente-là. Enfin, un bon pronostic. Voilà ce qu'on appelle aussi l'ignencéphale. Je montre ces images-là, pourquoi? Parce que des fois, quand on fait l'échographie, il y a des choses, et entre nous, il y a des pathologies qu'on ne voit très rarement. Donc si on rencontre cette pathologie, on ne la connaît pas ou on n'a pas mémorisé, on ne peut pas poser un diagnostic et la patiente en la folle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignencéphalie, c'est-à-dire c'est un enfant qui a quand même une anomalie au niveau de
du rachis cervical. Il y a même un trou occipital puisque cet enfant-là ne sera pas viable. Et il sera CO2. Là, ce qu'on appelle le syndrome de régression caudale, c'est un enfant qui n'a pas de colonne vertébrale jusqu'en bas. Donc vous voyez un peu ces images-là. Et là, on ne peut pas donner un diagnostic pour certaines personnes. Ils regardent l'activité cardiaque et elle passe. Et elle arrive à 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est un enfant qui ne va pas vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle bonne vie de riche. J'avais parlé tout à l'heure d'une hyperclarté nucale, mais après, elle a des œdèmes, d'hydrothorax. Vous voyez un peu cet enfant-là, regarde comment il est ouvert. Il y a un œdème, et je pense que cet enfant-là est sûrement dyschromosomique, c'est-à-dire qu'il a un problème. Ça, c'est une trisomie 18, parce que quand on voit des membres, on est complètement ratatinés, ils ne sont pas viables. Vous avez aussi toujours les sacs jugulaires qui sont dilatés, avec sac jugulaire et ce qu'on appelle l'hygroma. Cette masse-là, c'est l'enfant qui a été coupé. Le rachisis, regardez un peu en 2D, on devine très mal. Mais regardez, cet enfant-là, il est ouvert complètement en arrière. On ne peut pas le réparer, c'est impossible. Ça, c'est des choses qu'on peut voir au premier trimestre. L'omphallocèle, l'omphallocèle, elle est là. Tout sort dehors. Mais il y a un problème. Quand on trouve une omphallocèle, elle peut, disons, l'enfant né, on le répare, on lui ferme son orifice. Mais dans 30% des cas, c'est un enfant qui peut être mal formé. C'est-à-dire qu'il va sûrement avoir un autre problème. Donc, il faut bien examiner. L'omphallocèle en 3D. Il y a aussi, on a parlé des annexes. Quand on voit un placenta comme ça, pour les gens qui font de l'échographie, ça, c'est un signe en faveur d'une triploïdie. Donc, il y a une anomalie chromosomique. Donc, même quand on regarde les annexes, on a des informations extraordinaires qu'on peut voir sans truc d'agressivité pour la patiente. En conclusion, l'échographie doit être pratiquée à 12-13 semaines, c'est la meilleure échographie. Qu'on en fasse avant, ce n'est pas un problème, il faut expliquer à la patiente et que tout le monde se mette d'accord entre 12 et 13 semaines. La patiente doit être guidée, ce n'est pas elle qui vient vous disant voilà, vous me faites une échographie. Il ne s'agit plus d'une écho rapidement pratiquée pour dater et vérifier l'évolution de la grossesse. Elle rejoint en importance au premier trimestre l'échographie de 22 semaines et le temps consacré à cet examen doit être suffisant. Et merci de votre attention. Merci, Dr Sadji.